Bonjour les amis et bon réveil à vous. Merci de choisir le programme de la télévision du Burkina pour vous accompagner tous les jours, à tout moment. Vous faites bien d'affectionner tout particulièrement cette matinale qui est la vôtre. Elle vous propose donc un 3 en 1 puisque c'est bien dosé. Nous avons aussi bien l'information, l'apprentissage que du divertissement. Et en parlant d'information, on va commencer tout de suite avec la une des journaux en compagnie de Valérie Bazier. Le thème de notre rubrique Société aujourd'hui portera sur l'enfant en milieu urbain. Entre éveil et excès, ce sera en compagnie de Monsieur Ali Bedoudjam Komi. Et puis nous allons évoquer un autre pan de notre programme en compagnie de Monsieur Paré qui viendra nous parler d'entrepreneuriat. Après, il sera question de recevoir pour vous Clémence Tuina dans notre rubrique mode et beauté. Et puis, nous allons avoir les informations sportives qui nous seront livrées par Khalifa Ouattara du service des sports de la télévision du Burkina. Un peu de culture pour terminer cette émission. Ce sera en compagnie de la génération Joseph Kizerbo. Voilà, ceci dit, nous allons observer une petite pause à caractère informatif pour vous annoncer la une des journaux. Et puis, juste après, je retrouve Valérie Bazier pour votre plaisir. Voilà, Valérie Bazier est bien installée à mes côtés. Bonjour. Bonjour Cynthia. Et puis, on voit que dans Sidoya, Express du Faso, le quotidien, on parle des manifestations, de quelques manifestations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On va commencer avec le journal de tous les Burkinabés, Sidoya. À l'affiche de Sidoya, on lit ceci: construction d'une caserne à Komsilga, pas de dédommagement, pas d'édifice. Alors qu'ils avaient accepté en 2010 l'érection d'une caserne de gendarmerie à Vagogo, dans la commune rurale de Komsilga, des habitants du village ont fait irruption sur le chantier de construction d'une superficie de plus de 650 000 m² pour interrompre les travaux entamés depuis 2014. Ils évoquent non seulement un vice de consentement pour remettre en cause les accords de 2010, et ils se disent aussi que c'était sous pression qu'ils avaient accordé l'autorisation pour l'érection de cet édifice, mais également le non-respect de la commune à les octroyer des parcelles à titre d'indemnisation. Le hic, c'est que l'autorité locale ne se reconnaît pas dans cette promesse et en rappel, la mesure de suspension de lotissement au Burkina Faso est toujours en vigueur. À la une du journal L'Express du Faso, une autre manifestation. Le journal rapporte qu'à Dédougou, les étudiants du centre universitaire polytechnique ont eux aussi battu le macadam hier pour réclamer plus de chaises dans les amphis. Dans une manchette du journal, l'un des admirateurs de l'artiste musicien et activiste Smoké s'indigne de son attitude face à la décision de justice de libérer provisoirement Djibril Bassolé. Il appelle donc Smoké à se démarquer de ce type de comportement car il y va de sa crédibilité et de sa réputation. Autre manifestation à la une du journal Le Quotidien, c'est la marche des militants UPC sur l'Assemblée nationale. Ces militants ralbolisés de la dissidence du député Semboro et de ses 12 disciples se disent déterminés à reprendre leur mandat. Bonne nouvelle pour certaines victimes de vol également dans une autre manchette du journal. Le journal informe que 114 motos et d'importants lots de matériel ont été saisis lors de l'arrestation de 18 grands bandits relevant de 2 bandes de délinquants. Merci. Alors, Valérie, on va poursuivre avec Le Pays qui parle de l'affaire Thomas Sankara. Oui, à la une du journal Le Pays, 30 ans après son assassinat, le capitaine demeure le mythe qui défie le temps, titre le journal Le Pays. Déjà, plus d'1 milliard de francs CFA a été récolté en vue de l'édification du mémorial qui l'immortalisera matériellement. Sur le plan judiciaire,
Les avocats de la famille exigent de l'État français la levée du secret défense en vue d'une déclassification du dossier Thomas Sankara et camarades assassinés le 15 octobre 1987. Et puis on va terminer avec cette affaire de liberté provisoire du accordo général qui continue de faire couler de l'encre. Effectivement, l'affaire de liberté provisoire accordée au général Djibril Bassoré revient à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Et les avocats crient à l'enlèvement, titre le journal. Et le journal également fait son analyse sur cette liberté assortie d'une résidence surveillée. Pour lui, la liberté provisoire est presque insoluble dans la résidence surveillée qu'il assimile à une autre forme de prison. Plus de détails dans le journal. Voici qui met fin à cette revue de titre. D'accord. Merci à toi Valérie. Merci. On va te retrouver sur le coup de 7 heures pour un rappel, pour un deuxième passage. Ok, merci. À tout à l'heure. Alors, chez Télématinaux, nous allons poursuivre cette matinale. Et le monsieur que je vais recevoir maintenant est un monsieur intellectuellement plaisant. Vous le connaissez. Nous l'avons reçu tous les vendredis lors de la saison dernière, donc, pour nous parler d'un thème de société. Et aujourd'hui, il est encore là. Et pour notre plus grand plaisir, hein, il va nous parler de l'enfance en milieu urbain entre éveil et excès. C'est parti pour le jingle. Et juste après, nous allons lui poser tout un tas de questions. Monsieur Komi, bonjour. Bonjour Cynthia. Bienvenue sur le nouveau plateau de RTV Matin. Merci. Comment vous allez? Très heureux de vous rencontrer pour cette nouvelle saison. Moi aussi, un plaisir vraiment partagé. Oui. Alors, dites-nous quel effet cela vous fait de vous retrouver. Si je ne m'abuse, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le nouveau plateau. Non, c'est la troisième fois. Premièrement, pour dérouler le programme. Deuxièmement, pour la première émission. D'accord. Alors, moi, j'ai envie d'entendre à nouveau vos sentiments, de vous retrouver là sur une autre aventure, un nouveau plateau, un nouveau décor. Quel sentiment vous anime? Merci. C'est d'abord un sentiment d'appartenance à la famille de RTB, voilà. Une convention, un partenariat qui est fécond, qui est fluide, mais aussi la dynamique, le fait d'appartenir à un groupe, ceux qui animent RTB Matin, et puis voilà, la possibilité de jouer notre petite partition dans la dynamique de cette rubrique société. D'accord. Ah oui. Ça fait plaisir. J'aime bien l'idée de l'appartenance à une famille. C'est effectivement une famille et on peut vous assurer que vous en faites pleinement partie. Merci. Merci à vous. Cynthia. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème qui va certainement intéresser plus d'un, plus les parents. Il s'agit donc de l'enfance en milieu urbain, entre éveil et excès. Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème? Merci Cynthia. Lorsqu'on parle de l'enfance, c'est d'abord l'enfant en tant qu'être mineur, mais aussi l'environnement social, l'environnement culturel, l'environnement politique, l'environnement littéraire, l'environnement physique qui entoure l'enfant. C'est ça l'enfance d'abord. L'enfance, la personne et tout l'environnement qui l'entoure. Maintenant, pourquoi parler effectivement d'excès? Éveil-excès, surtout les enfants en milieu urbain. En milieu rural, il y a les déficits d'opportunités. Il y a déficit d'opportunités, alors qu'en ville, il y a excès d'opportunités. Alors donc, et ces opportunités ne sont pas que positives. Alors, c'est le constat que je fais. Je crois qu'il y a effectivement ces opportunités qui facilitent l'éveil de l'enfant, mais aussi qui dégagent en elle des formes d'excès dont on doit parler. D'accord. Alors, que représente l'éveil chez l'enfant, de façon concrète? De façon concrète, l'éveil chez l'enfant, c'est d'abord la capacité pour l'enfant de s'exprimer,
d'être, d'appartenir à sa famille, de dire oui s'il le faut et de dire non s'il le faut, d'exprimer ses sentiments, ses remords, sa volonté, son refus. Mais surtout l'éveil, c'est ce qu'on appelle l'éveil psychomoteur, l'éveil cognitif, les petites connaissances qu'il va acquérir, l'éveil intellectuel. Mais donc c'est tout cela, ça représente donc la l'être au-delà de l'existence, la l'être de l'enfant, l'être qui a conscience d'être un petit être qui peut s'exprimer, mais un petit être aussi qui peut vaincre la peur ressentie ou la peur bleue, ou un petit être qui peut aussi vaincre l'angoisse, le fait de se recroqueviller. L'enfant en milieu urbain ou en milieu rural, lorsqu'il est éveillé, vous voyez même du point de vue physique qu'il est éveillé de par le regard, de par le fait de manger, de par même sa façon de s'asseoir. Lorsqu'il n'a pas peur, il s'exprime, il est éveillé. Alors, pourquoi parler d'excès dans l'éveil de l'enfant? On va parler d'excès dans l'éveil de l'enfant, car vous voyez, lorsqu'on dit voilà, bon, l'enfant est éveillé, il peut faire tout, il est capable de tout, il y a excès. Il y a excès car l'éveil doit être socialisant. Lorsqu'on parle d'éveil dans ce qu'on appelle les CEP, les centres d'éveil et d'éducation préscolaire, ce sont des lieux, des institutions de socialisation des enfants. Mais lorsque dans l'éveil, on pense que tout est permis, l'enfant voit et dit tout, l'enfant écoute tout et dit tout, l'enfant mange comme il veut, quand il veut, il y a excès dans l'abondance. Donc il faut parler de l'excès dans l'éveil lorsque les formes d'éveil ne concourent pas à la socialisation de l'enfant, altèrent sa personnalité, lorsque les objets, la télé, la télécommande, l'internet, tous ces bienfaits qu'on met à la disposition de l'enfant, lorsqu'il n'y a pas de limite, il y a excès. Donc, il faut comprendre par là que l'enfant, on dit habituellement que l'enfant, il faut le laisser faire sa propre expérience, le laisser découvrir. Si vous n'êtes pas contre ça, mais il faut pouvoir le canaliser. C'est bien ça? Oui, je ne suis pas contre ça, mais il faudra l'accompagner à s'expérimenter. Il faut accompagner l'enfant. Lorsqu'on le laisse seul avec tout l'outillage dont il a à sa disposition, il y aura des dérives. Il faut l'accompagner, le surveiller. D'accord. Vous avez dit un peu plus haut qu'on parle de milieu urbain parce qu'on a beaucoup plus de facteurs d'éveil. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces facteurs d'éveil? Bon, les facteurs d'éveil de l'enfant, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périphérique, voilà. Lorsqu'on parle du milieu rural, le milieu est rural. Les parents et les enfants ne le sont pas pour autant. Voilà, donc, il y a d'abord l'institution familiale qui est le premier facteur d'éveil de l'enfant. Et lorsqu'on parle d'institution familiale, il y a la présence parentale, présence du père, présence de la mère. Mais il faut mettre l'accent sur la présence maternelle. Lorsque vous êtes mère donc de bébé, que Dieu bénisse le bébé. Amen. Alors donc l'attachement que le bébé a pour vous, les que vous lui donnez sont des facteurs d'éveil. Alors donc, en plus de cela, il y a les jeux. Les jeux forment un facteur de socialisation, d'éveil. Mais il y a aussi les autres. Ça peut être les autres enfants, ça peut être les aînés, l'adulte qui est ici, présent devant l'enfant, constitue pour lui un exemple dont il doit s'inspirer. En dehors de ça, il y a aussi l'environnement. L'environnement immédiat, l'univers social, l'environnement, ça peut être l'école, ça peut être le quartier, ça peut être le kiosque, ça peut être aussi le groupe d'appartenance. Tout cela forme effectivement des facteurs d'éveil de l'enfant, entre autres. Est-ce que, dites-nous, M. Koumé, est-ce que l'excès est vu de la même façon
par... je vais parler là d'ethnie, oui, on va dire ça comme ça, parce que de façon concrète, on dit généralement que lorsqu'un enfant vient pour saluer un adulte, il y a des ethnies qui permettent que l'enfant tende la main à l'adulte. Il y en a d'autres où lorsque l'enfant est le premier à tendre la main, on estime que l'enfant n'a pas eu une éducation suffisamment rigoureuse. Donc, est-ce qu'en fonction des sociétés, les excès sont vus de la même façon? Merci. Il y a ce qu'on appelle les valeurs locales et des valeurs universelles. Saluer est une valeur universelle. La forme de salutation, mais les formes sont des valeurs locales. Voilà. Donc, ça dépend donc de la façon de saluer. Sinon, saluer est une valeur universelle. Maintenant, ça peut donc dépendre de l'ethnie, mais aussi de l'âge de l'enfant. Lorsque vous avez un visiteur et que l'enfant ne lui dit pas bonjour, c'est un déficit d'éveil. Mais lorsqu'il dit bonjour, c'est une forme d'éveil, de socialisation. Mais s'il est le premier à tendre la main à l'étranger, il y a un excès. On peut bonjour lorsque, par exemple, il est à l'école primaire et qu'à l'école, il se croise les bras pour saluer le maître. Mais pourquoi ne pas le faire pour les visiteurs? Alors, tendre la main, dans certaines sociétés, c'est un affront. Mais le saluer, c'est en fait, c'est une valeur universelle. Donc, ça peut être lié, effectivement. Dans certaines sociétés, on va dire qu'il faut tendre la main. Ça, ce sont des valeurs locales, des formes locales de socialisation, de vérité, voilà, socialisante. Mais le saluer, c'est bien. Mais il ne faut pas être le premier à tendre la main. Pour un jeune enfant, dans beaucoup de sociétés, ce n'est pas bien vu. Mais saluer, ça c'est bien, c'est un éveil. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples tout aussi concrets, mais qui font vraiment l'unanimité d'un enfant en excès? Saluer, merci. Saluer l'étranger. Je prends cet exemple qui vient rendre visite à votre famille et que l'enfant, effectivement, quand il veut le salue et puis il dit tonton, est-ce que je peux... il prend l'appareil du tonton pour manipuler. Ça, c'est un excès. Là, ou bien l'étranger lui donne 200 francs, prend 200 francs, il remercie. Ça, c'est un éveil. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du rapport que... J'arrive. Mais lorsque, par exemple, il lui donne les 200 francs, il demande encore, tonton, les 200 francs que vous m'avez remis, ça ne suffit pas pour acheter tel objet. Ça, c'est un excès. Non, tu n'as pas lui demandé encore 200 francs pour acheter quelque chose. Il vous a donné 200 francs. Il y a l'excès. Le fait de manipuler la télécommande, ça, c'est un éveil. Mais... et même détecter les chaînes, c'est un éveil. Mais avoir accès à toutes les chaînes, même celles qui sont interdites, ça c'est un excès. Est-ce qu'il peut avoir un excès? Je reviens sur l'exemple des 200 francs, le petit qui demande, qui dit que ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça ne dépend pas aussi du rapport que l'enfant a avec l'étranger? Supposons que ce soit son oncle. Vous savez, la familiarité que les enfants ont avec nos visiteurs, nos parents, ne doivent pas du moins altérer la socialisation, même si c'est même son grand-père, même si c'est son oncle paternel, son oncle maternel. Non, il vous a donné quelque chose, il faut être suffisant de ça. Mais demander encore, ça, quelle que soit la personne, c'est un excès. C'est un excès. Mais même s'il est de la famille, est-ce que c'est un devoir pour l'intéressé de vous donner? Si c'est un devoir, ça allait incomber aux parents. Là, il a le droit de demander. Mais lorsque c'est par amour, par plaisir, il le fait, il doit remercier, puis aller montrer à ses parents. Il y a donc cet aspect. Le fait donc aussi de manger, d'exprimer sa faim. J'ai faim et on lui donne à manger, ça c'est un éveil. Mais le fait aussi de se gaver, de prendre assez de nourriture, et puis on se sert, et puis on mange, on laisse une grande partie, ça c'est un excès. Mais ce qui est douloureux, c'est qu'il y a certains parents qui pensent que tout éveil est positif. Et la limite entre l'éveil et l'excès, les gens n'arrivent pas souvent à le faire. Il faut des limites à tout chose. Il faut que, par exemple, l'excès
il faut que l'excès soit, j'allais dire, effrité au contact avec votre culture, votre religion, et la civilité, mais aussi le contrat familial. Chaque famille doit avoir un contrat. Ici, si tu fais ça, c'est punissable. Ici, si tu fais ça, on encourage, on te félicite. Dès lors qu'il n'y a pas cela en famille, il y a excès. Encore faut-il que les parents même sachent que ça, c'est excès. Exactement, c'est là où j'allais en venir, parce qu'on dit qu'on donne ce qu'on reçoit. Donc, encore faut-il que le parent lui-même puisse détecter cet excès-là pour essayer de canaliser. Et vous avez dit, parler de responsabilité. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est à qui incombe la surveillance d'un enfant en milieu urbain? La première responsabilité incombe aux parents. Les parents d'abord. Les parents ensuite, les parents toujours. Maintenant, d'autres personnes, l'école peut donc favoriser ça. Mais les parents doivent surveiller l'enfant. Voilà, on veut des enfants qui connaissent, mais qui connaissent, qui savent et qui savent être. On ne veut pas des enfants qui savent seulement. Donc, la responsabilité incombe aux parents. D'accord. Oui. Et quelle stratégie les sociétés doivent-elles développer pour assurer aux enfants un éveil sans excès? Lorsqu'on parle de société, il faut parler de sa cellule nucléaire, la famille. La famille doit développer en son sein. Voilà. D'abord, les rencontres périodiques sont des instances de socialisation. Des rencontres hebdomadaires, mensuelles, journalières, permettent aux familles d'encourager les enfants qui se sont bien comportés et de punir ceux qui se sont mal comportés. Voilà. Deuxièmement, il y a effectivement la grande famille. Faites pour que les enfants se découvrent. Découvrir d'autres expressions d'éveil qui ne sont pas des excès, mais montrer aussi les excès. On peut même en famille prendre une feuille avec les enfants, noter ce qui est excès et noter ce qui n'est pas excès. On s'entend sur ça. Lorsque les enfants sont impliqués dans la définition de ce qui leur incombe, dans ce qui les concerne, ils vont obéir à ce que nous leur disons. Il faut qu'on implique les enfants. Voilà. Après, maintenant, il y a la grande famille. Je pense qu'un quartier peut s'entendre pour effectivement détecter les endroits où il y a déficit, où il y a excès. Donc ça, la famille, quand on prend le milieu urbain, donc les secteurs, on peut donc voir est-ce qu'il n'y a pas un lieu où il y a excès. Là où il y a fréquentation douloureuse, là où il y a problème, il y a danger moral et physique pour les enfants. En dehors de ça, il y a la communauté toute entière. Il faudrait effectivement qu'on définisse du point de vue Internet, du point de vue télévision, les chaînes qui sont nocives et que par exemple on dise que ça, il y a certains qui ne savent pas, les parents, certains parents ne savent pas. Mais lorsque autour d'une communauté, d'une ville, des collègues, vous définissez les chaînes, les objets interdits, je pense que ça peut être des stratégies. En dehors de ça, il faudra que chacun reconnaisse sa culture, voir dans sa culture qu'est-ce qui est limite et qu'est-ce qui n'est pas limite, et qu'est-ce qui est excès, qu'est-ce qui est éveil, et au contact avec les lois modernes, le code des personnes de la famille, la convention relative aux droits des enfants, voir qu'est-ce que la législation, les instruments locaux et nationaux disent par rapport à la protection des droits des enfants. Connaître effectivement ses racines, mais aussi les éprouver au contact avec les instruments. Je crois que c'est des formes de stratégie, voilà. Mais il faudra encadrer les enfants. Alors, on va s'attarder sur la première forme, qui est au niveau famille nucléaire. Oui. Parce que malheureusement, on voit souvent dans les couples, les parents eux-mêmes ne s'accordent pas sur l'éducation en fait de l'enfant. C'est-à-dire que il y a un parent qui va estimer que l'enfant effectivement est en excès, et l'autre, devant même l'enfant, pourrait dire non, 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 mais laisse-le faire, c'est une forme d'éveil. Je suis d'accord. Est-ce que déjà, il n'y a pas un travail à faire au niveau même... Tout à fait. La discorde, des points de vue discordants des parents affecte dangereusement, effectivement, leurs efforts d'éducation. C'est juste. Il faudrait
que les parents s'entendent d'abord, ce qu'on appelle la psychopathologie de la famille. Dans la famille, lorsqu'il y a des pathologies, des agents pathogènes, des formes de discorde, de mésentente, des familles à problème, vont donc avoir des enfants à excès ou à déficit. Ça, c'est notoire. Donc, il faudra que les familles d'abord soient modèles, que les deux là s'entendent et que les conflits, les mésententes soient gérés entre eux, pas au vu, au su, à la présence des enfants. Je suis d'accord avec vous. D'accord. C'est sur cet accord qu'on va mettre fin à l'entretien de ce matin. Nous passons à vous avoir remercié de votre passage sur notre plateau. Merci pour ce thème, cette thématique qui est vraiment, moi j'ai envie de dire, qui est cruciale, qui est d'actualité, qui touche plus d'un enfant et donc plus d'un parent concerné. En rappel, il s'est agi donc de l'enfance en milieu urbain entre éveil et excès. Merci infiniment à vous, Monsieur Komi. On va vous retrouver vendredi prochain avec un autre thème de société. Si oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Bonne suite. Merci, bonne suite également à vous. Alors, nous allons poursuivre avec, à présent, le proverbe du jour. Ce qui est mal posé va mal tomber. C'est pour dire que ce qui a commencé très mal va mal finir aussi. On le dit souvent pour les activités au niveau des jeunes, pour les dire de prendre connaissance avant de commencer une chose. Parce que si c'est mal commencé, ça va mal se terminer. Voilà, ce qui est mal posé va tomber forcément. Nous allons poursuivre et puis maintenant nous allons ouvrir notre rubrique Oser entreprendre. Et pour vous, nous allons recevoir Monsieur Paré Jean-Pierre. Bonjour, Monsieur Paré. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va très bien, je vous remercie. Bienvenue sur le plateau de RTB Matin. Ok, merci. C'est un plaisir pour moi, mais également pour toute l'équipe de vous recevoir. Inch'Allah. Alors, ce matin avec vous, il sera question de parler du centre d'expertise en entrepreneuriat. Mais avant, je vais davantage vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes Monsieur Bontemps Jean-Pierre Paré. J'ai bien prononcé? Bontemps Jean-Pierre Paré. Vous êtes conseiller de jeunesse, vous êtes expert en entrepreneuriat et vous êtes également le président du centre d'expertise en entrepreneuriat. Un directeur exécutif. Directeur exécutif en entrepreneuriat. Du centre d'expertise en entrepreneuriat. D'accord, très bien. C'est noté. Alors, ce matin, nous allons donc parler du centre d'expertise en entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce que c'est? D'abord, je vais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez en fait de parler du centre d'expertise en entrepreneuriat. Il faut dire que le centre d'expertise en entrepreneuriat est une association et qui a été créée le 21 décembre 2016. Mais avant cette date, il faut dire que le centre en fait menait ses activités quotidiennes. Et ce n'est que le 16 février 2017 que en fait, le centre a été publié dans le journal officiel. Donc le centre a essentiellement pour mission de contribuer en fait à diffuser la bonne information sur l'entrepreneuriat. Le centre a pour mission également d'inculquer en fait l'esprit d'entreprise aux populations, notamment en fait à la frange jeune. Voilà. Donc c'est une sorte de formation que vous faites? Voilà, il faut dire que ce sont des formations, ce sont des accompagnements. Ce sont des accompagnements. En parlant d'accompagnement, il faut dire qu'il y a cinq grandes étapes de l'accompagnement. On peut partir du pré-accueil. Et vous savez, au niveau du pré-accueil, il y a des jeunes qui viennent, ils n'ont aucune idée en fait d'entreprise. Il faut les envoyer à travers, en fait, en les disant d'aller suivre les ateliers, des forums, soit en voyageant, soit en observant leur milieu pour pouvoir détecter leur idée d'entreprise. Après cette phase de pré-accueil, on peut dire aux jeunes, et il faut aller maintenant chercher l'information en fait sur votre idée d'entreprise.
hein, et vous revenez. Quand le jeune revient, en ce moment, nous parlons d'accueil. Nous accueillons le jeune pour voir effectivement s'il a pu réunir toutes les informations. Quand je parle d'informations, ce sont des informations sur l'étude technique, l'étude financière, pour toute chose qui pourra en fait l'aider en fait à monter son projet. Donc après cette phase d'accueil là, le jeune également, et nous allons voir ensemble s'il y a des informations manquantes. Le jeune va retourner encore chercher ces informations, revenir maintenant pour la troisième phase, qui est la phase en fait de l'accompagnement au montage. En ce moment, on accompagne le jeune à monter son projet de bout en bout, de la phase de présentation du promoteur lui-même, de l'étude technique, l'étude du marché, l'étude financière, jusqu'à la conclusion, jusqu'au chronogramme pour pouvoir installer son entreprise. Après cette phase de montage-là, il y a en fait la phase d'accompagnement au financier. Cette phase, vous savez qu'après avoir en fait réalisé son plan d'affaires, le jeune doit rechercher un financement. En ce moment, on demande à mesure de l'accompagner, de l'orienter vers les institutions en fait de finances pour qu'il puisse avoir un financement pour pouvoir réaliser son projet. Après cette quatrième phase, nous avons la phase de post-création. Comment suivre le jeune pour que vraiment son projet puisse être pérennisé. Voilà, voici un peu les 5 grandes étapes de l'accompagnement où vraiment le centre d'expertise vraiment accompagne les jeunes régulièrement pour que nous puissions vraiment ensemble développer en fait le Burkina Faso. Et qu'est-ce qui a suscité la création de ce centre? Bon, il faut dire ce qui a suscité la création du centre, parce que quand nous avons observé, on a vu en fait qu'il y a beaucoup d'associations qui existent, qui parlent de l'auto-emploi, mais qui ne sont pas vraiment spécialisées. Ne sont pas spécialisés. Nous nous sommes dit en tant que professionnels de la jeunesse, également en tant qu'accompagnateurs à la création d'entreprises, il faut que nous mettions en place une structure qui sera très habilitée quand même à accompagner les jeunes du pré-accueil jusqu'à la dernière étape pour pouvoir pérenniser la dernière étape la post-création. Parce qu'après l'installation, quand même, il faut un minimum de suivi et d'orientation du jeune. Parce qu'une entreprise qui est installée, il faut en fait au minimum 2, 3, 4 ans pour que l'entreprise soit vraiment pérennisée. Donc vraiment c'est très important, alors qu'il y a d'autres structures qui existaient, mais à partir peut-être de la formation ou bien d'orientation, c'est fini. La mission était terminée. Alors qu'au niveau du centre d'expertise en entrepreneuriat, nous partons jusqu'à la post-création pour voir est-ce que le jeune vraiment se comporte bien, est-ce que l'entreprise se comporte bien. Si oui, et le jeune est félicité. Sinon, quels sont les conseils que nous pouvons donner à ces jeunes-là pour qu'ils puissent effectivement pérenniser les entreprises. Une chose est de créer une entreprise, l'autre chose est de la pérenniser. Et d'où vraiment la création de ce centre d'expertise en entrepreneuriat. Également, le centre a été créé parce que le contexte même, en fait, le demande. Vous savez qu'au Burkina Faso, chaque année, il y a plus de 100 000 diplômés. Le taux de chômage est très élevé au Burkina Faso. Il y a plus de 100 000 diplômés qui sortent des instituts, des universités et autres. Et également, il y a le problème d'insécurité qui se pose. Vous savez, quand la jeunesse est oisive, à un moment donné, la jeunesse va s'adonner à certaines pratiques malsaines. Vous voyez. Donc, voici autant d'éléments qui motivent en fait la présence en fait du centre d'expertise. Également, pour terminer, il faut dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons assez d'opportunités. Assez d'opportunités, pourquoi? Parce que nous avons des fonds qui ont été créés, qui sont là, qui accompagnent les jeunes dans ce sens. Il y a également assez de programmes qui ont été créés, qui accompagnent les jeunes dans ce sens. Donc, pour pouvoir en fait aider ces programmes, aider le gouvernement en fait dans sa démarche, il fallait quand même créer ces genres de structures-là qui va vraiment de façon professionnelle donner des connaissances aux jeunes pour pouvoir en fait installer et pérenniser les entreprises. Alors, vous avez parlé, on a bien compris que votre cible, le public cible, c'est les jeunes. Qu'est-ce que vous, dans votre entendement, jeunes, ça va de quel âge à quel âge? Oui, il faut dire que nous travaillons avec la définition institutionnelle. Et donc, le jeune, c'est toute personne ayant l'âge compris entre 15 et 35 ans. 15-35 ans. Vous savez que la jeunesse, en fait, c'est la frange qui est majoritaire au Burkina Faso. Sinon, parmi notre public cible, il y a également des personnes qui ont plus de 35 ans. Même, il y a également les moins jeunes, soit les plus jeunes. Voilà, c'est-à-dire depuis peut-être l'école primaire, nous pouvons faire des sensibilisations, même au secondaire. On peut également faire des sensibilisations pour envoyer ces jeunes-là à comprendre que ce n'est pas forcément obligé, quand ils vont finir
l'école qu'ils vont forcément travailler dans un bureau. Il faut les envoyer à changer de paradigme, à changer de mentalité pour que demain, si ils ne venaient pas à travailler quand même dans la fonction publique, voilà, il y a l'entrepreneuriat qui est là. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas un échec. Puisque en son temps, on croyait que l'entrepreneuriat, c'est l'échec. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je crois que c'est une voie idéale. Et quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de votre accompagnement? Vous avez parlé de jeunes à l'issue du cursus scolaire. Et pour ceux qui n'ont pas du tout eu la chance de faire l'école? Oui, et puis à notre niveau, que ce soit les jeunes diplômés, les jeunes non diplômés, parce que les formations que nous organisons, souvent il y a des jeunes qui viennent, voilà, ils ne comprennent pas le français. Et donc très souvent, on a des collègues également qui parlent le moré ou bien le djoula. Donc au fur et à mesure qu'on donne les modules, et ils traduisent. Et souvent même les jeunes en eux, quand on fait passer un message, et que le message est traduit peut-être par le traducteur, d'autres camarades jeunes également peuvent reprendre encore en fait, le message là pour que ceux qui ne comprennent pas en fait, le français puissent vraiment saisir le message. C'est très important. Voilà, donc que ce soit les diplômés ou les non diplômés, nous sommes dans le domaine. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à remplir? Oui, non. Bon, il faut dire que les conditions ici, si ce sont nos formations, les formations en entrepreneuriat, comme je l'ai dit, pour les jeunes là, nous faisons les formations sur 5 jours à 5 000 francs. C'est simplement une participation. 5 000 francs jour ou 5 000 francs pour les 5 jours. Comme je l'ai dit, c'est un accompagnement. Un accompagnement parce que et là nous donnons en fait ces modules là, c'est un lycée qui voilà, nous apportons notre contribution en termes peut-être d'électricité, en termes d'entretien et autres, donc il fallait un minimum de coûts. Maintenant également il y a la formation des formateurs même en entrepreneuriat également que nous faisons et là c'est 10 000. Comme je l'ai dit, c'est également un accompagnement. Sur 5 jours aussi? Sur 5 jours. 5 jours également, sanctionné par une attestation. Voilà, donc nous donnons ces cours-là au niveau du lycée Bangré Noma et non loin du lycée Philippe Zenda Kaboré. D'accord. Et quelles sont les perspectives du centre? Et comme perspective, il faut dire que le centre est en train de s'étendre en fait, dans les 13 régions à travers la mise en place de ces points focaux. Également, le centre est en train de travailler à ce que dans les différents centres de formation professionnelle déjà, il faut que nous ayons à même des modules d'entrepreneuriat qui sont enseignés. Parce que le tout n'est pas en fait de donner des connaissances techniques à un jeune et il sort, il ne sait pas où aller pour avoir un financement ou ne sait pas comment en fait gérer son entreprise. Vous voyez, donc il y a en fait ces structures-là que nous devons toucher. Et également, nous sommes en train de faire des plaidoyers également pour qu'on puisse prendre en compte l'entrepreneuriat même dans les systèmes éducatifs classiques. C'est très important, comme je l'ai dit, et l'entrepreneuriat, c'est depuis la base. La base, il faut commencer à sensibiliser pour que quand même ces enfants-là puissent comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'échec. Et aujourd'hui, c'est la voie idéale pour réussir. Voilà. Et quels sont les partenaires? Qui sont les partenaires du centre d'expertise en entrepreneuriat? Ok, il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en fait de partenaires formels. Pas de partenaires formels. Nous sommes en train de travailler, comme moi-même j'ai une philosophie. Quand vous lancez quelque chose, il faut que vous-même vous vous engagez, vous mettez en fait les petits plats dans les grands. Et après, ceux qui vous suivent verront effectivement que vous faites du bon boulot. Là, si vous les approchez, automatiquement, en fait, ils vont vous accompagner. Donc, présentement, nous n'avons pas de partenaires, mais les informations que nous donnons, très souvent, portent sur les fonds du ministère de la Jeunesse. Vous pouvez citer notamment le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, et même nous donner des informations également sur les caisses populaires, sur les institutions de microfinance de façon générale. Toutes choses qui peuvent quand même envoyer les jeunes à avoir un minimum de fonds en fonction de ces réalités, en fonction des différentes conditionnalités. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand vous faites le point, est-ce que vous estimez que vous êtes sur la bonne voie? Vous avez des retours, vous avez des jeunes qui ont été accompagnés, qui ont fait les différentes étapes aujourd'hui, qui sont à la phase de la post-création et qui vous font des retours. Quel est le bilan que vous faites? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le bilan est très satisfaisant. Et bien que nous venons de commencer, le bilan est très satisfaisant, puisque même à la fin des formations,
Et tous ceux qui sont formés, déjà, sont très contents. À travers les réactions, à travers les félicitations, on voit qu'ils sont très satisfaits et autres. Et puis après cette phase également, il y a beaucoup de jeunes qui ont été accompagnés et dans le montage de leurs plans d'affaires et ils ont été orientés pour déposer leurs projets au niveau des institutions de microfinance, même au niveau des fonds du ministère. Mais il y a certains jeunes qui nous reviennent après, ah, moi j'ai pu déposer mon projet à tel niveau et aujourd'hui j'ai reçu la somme de 3 millions, d'autres nous disent que j'ai reçu la somme de 2 millions, ainsi de suite. Donc ce sont des sentiments vraiment de joie. Voilà, que nous avions. D'accord. Alors, on va peut-être revenir sur rapidement les différentes conditions et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous, parce que je reste convaincu qu'il y a plusieurs télématinaux qui nous suivent en ce moment et qui se disent « Ah, mais tiens, c'est super, c'est génial comme idée. » Ok. Et comme condition, je l'ai dit, pour la formation des jeunes, nous avons, mais le jeune simplement doit participer à hauteur de 5 000 francs. 5 000 francs pour 5 jours de formation sanctionné par une attestation. Et pour la formation en fait, des formateurs, et chaque formateur doit débourser la somme de 10 000 francs simplement. Et également la formation s'étend sur 5 jours. Et 5 jours sanctionnés par une attestation. Et la formation a lieu en fait au lycée Bangrenoma et non loin du lycée Philippe Zenda Kaboré, à côté ici. Il faut dire que notre contact c'est le 110 40 99. D'accord. Voilà. 70, 2 fois 40 99. 40 99. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Paré, pour votre passage sur le plateau de RTV Matin. Merci. Nous espérons pouvoir vous retrouver très prochainement sur le plateau, pourquoi pas, du côté donc, du lieu de formation. On rappelle, vous êtes conseiller de jeunesse, vous êtes expert en entrepreneuriat et vous êtes le directeur exécutif du Centre d'expertise en entrepreneuriat. Ce matin, vous êtes donc venu nous parler justement de ce centre. Merci encore à vous. Merci, bon retour, excellente suite de journée, bon début de week-end. Merci à vous de même. Merci. Nous allons à présent recevoir moi j'ai envie de dire notre top modèle, notre star, notre magnifique présentatrice de mode et beauté. Il s'agit donc de Clémence Twina. Elle va nous parler aujourd'hui d'un pan de la beauté qui est très souvent assimilé à la femme, mais je pense que ça ne concerne pas que la femme. Il s'agit donc de la manicure. Donc tout de suite, je reçois Clémence Twina pour vous. Bonjour Clémence. Bonjour Cynthia. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça se voit. Alors, nous sommes dans la rubrique mode et beauté, une rubrique qui te va parfaitement. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la manucure. Tout à fait. Alors, je l'ai dit en introduction, on a tendance à penser que la manucure, c'est le truc, on va dire comme ça, le truc des femmes. Voilà. Non. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu vas tout nous dire sur cet art-là. Et puis également, nous allons, avec la complicité de la régie, voir quelques éléments qui vont venir étoffer, qui vont venir donc davantage concrétiser ce que tu vas nous dire. Déjà, par définition, c'est quoi une manucure? La manucure, c'est l'art de prendre soin des mains. Et dans la manucure, on insiste beaucoup sur les ongles. Voilà, on va dire comme ça, tout simplement. Comment prendre soin des mains et puis en mettant l'accent sur les ongles. Bon, voilà. Donc, messieurs, dès l'instant où vous avez une main et des ongles, vous êtes aussi concernés. Ce n'est pas seulement les femmes. Voilà. Est-ce qu'il existe plusieurs types de manucure? Une manucure, on va dire, c'est une manucure. Plusieurs types aussi. C'est quand on veut prendre soin des ongles. Là, on va parler de différents types. Voilà, là, les poses ongles. Voilà, on peut ne pas poser quand on pose les faux ongles permanents, semi-permanents et autres. Mais là n'est pas le sujet de ce jour. Aujourd'hui, vraiment, c'est le b.a.-ba. Voilà, comme tu le disais, on veut tous avoir de belles mains. Mais en fait, c'est quoi une belle main? Voilà, une belle main, c'est celle-là, on va dire, qui est bien hydratée, qui est bien douce, avec des ongles bien dessinés, nets et brillants. Alors, que faire? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, de savoir ce matin. On va juste regarder cette vidéo et puis on revient pour certains éclairages. D'abord, je vais nettoyer, enlever un peu les impuretés avec de l'alcool.
Urukundo gatanga umutungo tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo niba ruza amahanga iza natinariye niba zirusha rwanje mbijyanjana kandi kunyinguye amaso urukundo nkapama burundu tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo wangize uwo narataga Je vais prendre la ponceuse, voilà. La ponceuse. Voilà. La ponceuse, voilà, on va commencer à poncer délicatement. Toujours poncer sans pour autant... quand je vais commencer à poncer, ça va commencer à un peu décolorer les ongles. Oui, ma teinte rose est en train de partir. Voilà, elle est en train de partir. On ne va pas tout faire partir. Si on essaie de faire partir le tout, on risque de fragiliser encore votre ongle. Et là, c'est pas ce qu'on recherche en fait. urukundo gatanga umutungo tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo niba ruza amahanga iza natinariye niba zirusha rwanje mbijyanjana kandi kunyinguye amaso urukundo nkapama burundu tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo wangize uwo narataga D'accord, donc voilà. Après avoir poncé les ongles, voilà. Après avoir poncé les ongles, voilà. Je désinfecte encore. Par moment aussi, on blesse beaucoup les clients, donc il faut toujours chercher à désinfecter pour que... Voilà. Maintenant, quand je finis ça sur un polissoir. Polissoir. Voilà, ça y a donc il faut limer, poncer et polir. Voilà. Quand je vais commencer à polir, vous allez voir, même si vous ne mettez pas de vernis, ça va rendre l'ongle encore plus belle et brillante. Voilà. Donc il y a 3 côtés. Donc je vais commencer avec le côté foncé. urukundo gatanga umutungo tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo niba ruza amahanga iza natinariye niba zirusha rwanje mbijyanjana kandi kunyinguye amaso urukundo nkapama burundu tumukobwa n'inkuyiga nunze muhaye burunda bikuye umurundo wangize uwo narataga Massage des doigts, il faudrait que ça soit de corps à corps en fait. Voilà, je ne peux pas le faire avec un gant. Ça, c'est une des parties que j'adore. Là, je vais me relaxer. Voilà. Là, notre manucure, elle est terminée. Elle est terminée. Voilà. Et je suis très contente. Je vais dire, j'ai les dos,
Voilà, des mains de bébé. Oh, merci. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup à toi. Je suis venue assez affolée avec la teinte et puis voilà, des ongles pas très bien entretenus. Voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Merci. Et mesdames, je vous invite franchement, en fait, la manucure en plus de l'effet esthétique, de l'esthétique, du glamour, j'avoue que c'est un bon moment de plaisir. Voilà, c'est un moment de relaxation. Voilà, en dehors, voilà. Et donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à aller faire une manucure chez les professionnels, les esthéticiennes. Et moi, j'étais en compagnie de Bintou, de Amazon et les garçons. Et je ressors très, très satisfaite. Et désormais, je pouvais faire le salut, je vais dire quoi, à la Queen Elizabeth royale, comme ça, parce que... Ciao, ciao, ciao. Voilà, c'est un élément qui est assez parlant, Clémence, et je pense que tu peux effectivement faire ton salut. Mon salut royal. Oui, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Mais effectivement, je veux bien croire que tu y es passé un moment fort agréable. Tout Il y a à fait. plusieurs étapes, jusqu'au massage de toute la main. Tout à fait, voilà. On enlève le vernis qui est là, on désinfecte. Et puis... on désinfecte, on lime, on ponce, on polit, on gomme, et puis on peut mettre le masque. Et on finit par la pose vernis. Là, on s'est arrêté à cette étape parce que la pose vernis aussi, c'est tout un art, c'est toute une manière de faire qu'on a prévu dans un autre numéro. Donc, peut-être le conseil vraiment que j'ai à donner aux femmes, parce qu'il faut avoir aussi des notions avant d'y aller pour ne pas se faire bichonner de la mauvaise façon. Voilà, généralement, dans certains instituts qui ne s'y connaissent pas, je vais dire comme ça, les femmes ont la fâcheuse manière de vouloir enlever les cuticules. Les cuticules, en fait, c'est la chair qui entoure les ongles. Pourtant, cette chair-là, les ongles en ont besoin pour la protection des ongles, tout simplement. Les cuticules, on ne les enlève pas. Si on veut vous enlever vos cuticules, mesdames, refusez tout simplement. Les cuticules, on les repousse après avoir mis une crème ramollissante sur les mains qui va ramollir les doigts, les ongles et éventuellement les peaux mortes seront visibles. Donc, lorsque les mains sont ramollies, les peaux mortes au niveau des cuticules seront visibles. On les repousse tout simplement avec le bâtonnet. Là, ensuite, on enlève. C'est juste les parties mortes des cuticules qu'on enlève. Les cuticules, on ne touche pas parce que lorsqu'on veut vraiment, lorsqu'on les enlève, on aura tendance à blesser les doigts, et lorsque les doigts sont blessés, bonjour les infections, et voilà, c'est ça aussi qui peut amener, voilà, voilà, on peut choper certains virus par là, je vais dire. Voilà pourquoi il faut s'assurer vraiment que le matériel de l'esthéticienne est bien stérilisé. Éventuellement, elle doit porter un gant, sauf à l'étape massage, bien sûr, que ma partie préférée, hein, j'aime bien. En plus, il y avait une manicure à la maison, mais la partie massage, là, on n'aura pas ça. Oui, donc rien que compliqué. pour ça, souvent il faut aller se déstresser dans un institut, question de se faire du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais tant mieux, en tout cas, on a vu que tu as pris beaucoup de plaisir. Et puis, la question qui me trotte dans l'esprit, c'est est-ce que de la même façon dont la dame, elle s'est occupée, la façon dont elle s'est occupée de ta main, est-ce que c'est de la même façon qu'elle s'occuperait d'une main d'homme? Tout à fait. Tout à fait. C'est les mêmes étapes. Ce sont les mêmes étapes, voilà. Sauf voilà, la pose de vernis. La pose de vernis. C'est exactement les mêmes étapes. Voilà, monsieur, voilà, il n'y a pas de... C'est les mêmes étapes, c'est les mêmes mains, c'est constitué de la même façon. Donc, ce sont les mêmes étapes, tout simplement. D'accord. Ben voilà, un petit conseil peut-être à donner à toutes ces dames-là qui ont un peu la hantise, parce que quand on voit les instruments, là, il y a un qu'on appelle le pied de... biche, voilà, la petite pincette, on se dit, ah, mais mon Dieu, il ne faut pas que j'aille me faire arracher le doigt et tout ça. Effectivement, l'esthéticienne m'a rassuré que quand on fait une manucure, l'esthéticienne doit avoir le réflexe toujours de regarder le visage de son client ou de sa cliente. Parce que lorsque on se fait mal, on aura tendance à faire la grimace. Donc l'esthéticienne vraiment doit être à l'écoute des gestes et des mouvements de la cliente et du client pour savoir qu'elle ne fait pas mal. Parce qu'on part dans ces endroits, c'est pour se faire plaisir et non pour se faire mal. Ça doit se faire sans douleur. Tous les gestes doivent être vraiment avec délicatesse.
délicatement qu'on doit faire les gestes, surtout quand on veut limer. Là-bas, voilà, c'était toute une leçon, on va dire, à manucure. Quand on veut limer, par exemple, les ongles, voilà, on le fait délicatement, doucement, de l'extérieur vers l'intérieur, tout simplement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On ne fait pas les va-et-vient comme ça. Mais jamais du centre. Non, voilà, jamais du centre vers l'extérieur. Vraiment, c'est des trucs comme ça. Gauche, droite, ou droite, gauche, délicatement. Voilà, pas de va-et-vient parce que ça abîme en fait l'ongle. D'accord, ben voilà. On dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais visiblement, c'est une assertion qui n'est pas valable pour la manucure. Non. On n'est pas censé souffrir. Quand on souffre, c'est que la bonne dame ou le bon monsieur, parce qu'il y a des esthéticiens aussi, voilà, ne maîtrisent pas. On ne doit pas souffrir, mesdames. Pas question de souffrir quand on part pour faire une manicure. Ça, c'est interdit. Voilà. Pas de souffrance. Et puis, Clémence, on va terminer sur... on va quitter le cours de beauté pour un cours de français. On a l'habitude de voir, malheureusement, beaucoup, par abus, je pense, ne le savent pas, disent manicure. C'est pas la manicure, mais c'est la manucure. On voit même écrit avec un I, mais non, c'est plutôt avec un U. Voilà. Merci pour la précision. Je pense que le cours était important. Merci, professeur. Je t'en prie, ça a été un réel plaisir et c'est gratuit. Alors, nous allons maintenant observer une petite pause musicale, le temps de recevoir Valérie Bazier pour son deuxième passage pour la une des journaux. Voilà, Télématinal, il est 7 h dans nos studios et c'est l'heure du deuxième passage de Valérie Bazier pour la une des journaux, juste après le jingle. Voilà, merci Valérie de nous revenir pour ton second et dernier passage. Alors on va commencer par les journaux. Sidoya, Express du Faso, Le Quotidien, que disent-ils aujourd'hui? Oui, à la une du journal Sidoya, on peut lire ceci. Construction d'une caserne à Komsilga, pas de dédommagement, pas d'édifice. Alors qu'ils avaient accepté en 2010 l'érection d'une caserne de gendarmerie à Valgogo, dans la commune rurale de Komsilga, des habitants du village ont fait irruption sur le chantier de construction d'une superficie de plus de 650 000 m² pour interrompre les travaux entamés depuis 2014. Ils évoquent non seulement un vice de consentement pour remettre en cause les accords de 2010 qui disent avoir donné sous pression, mais également le non-respect de l'engagement de la commune à leur octroyer des parcelles à titre d'indemnisation. Le hic, l'autorité locale ne se reconnaît pas dans cette promesse et en rappel, la mesure de suspension des lotissements au Burkina Faso est toujours en vigueur. À la une du journal L'Express du Faso, une autre manifestation
Le journal rapporte qu'à Dédougou, les étudiants du centre universitaire polytechnique ont eux aussi battu le macadam pour réclamer plus de chaises dans les amphithéâtres. Dans une autre manchette du journal, l'un des admirateurs de l'artiste, musicien et activiste burkinabé Smoké s'indigne de son attitude face à la décision de justice de libérer provisoirement Djibril Bassoli. Il appelle donc Smoké à se démarquer de ce type de comportement car il y va de sa crédibilité et de sa réputation. Encore une autre manifestation à la une du journal Le Pays. Excusez-moi, pas Le Pays, mais à la une du journal Le Quotidien. C'est la marche des militants UPC sur l'Assemblée nationale. Ces militants, ras-le-bolisés par la dissidence du député Semboro et de ses 12 disciples, se disent déterminés à reprendre leur mandat, écrit le journal Le Quotidien. Bonne nouvelle également pour certaines victimes de vol dans une autre manchette du journal. 114 motos et d'importants lots de matériel ont été saisis lors de l'arrestation de 18 grands bandits en griffes relevant de 2 bandes de délinquants. D'accord, on va passer maintenant au Pays qui parle de l'affaire Thomas Sankara. Affaire Thomas Sankara à la une du journal Le Pays. 30 ans, selon le journal, 30 ans après son assassinat, le capitaine demeure le mythe qui défie le temps. Et déjà plus d'1 milliard de francs CFA a été récolté dans le cadre des souscriptions pour l'édification du mémorial qui l'immortalisera matériellement davantage. Sur le plan judiciaire, les avocats de sa famille exigent de l'État français la levée du secret défense en vue d'une déclassification du dossier Thomas Sankara et camarades tombés le 15 octobre 1987. Et puis, le titre concernant la liberté provisoire du général Djibril Bassoli revient à la une du quotidien, le journal Aujourd'hui au Faso. Oui, à la une du journal Aujourd'hui au Faso, à propos de la liberté provisoire accordée au premier général de gendarmerie au Burkina Faso, les avocats crient à l'enlèvement, titre le journal, et le journal fait son analyse à propos de cette décision. Pour lui, la liberté provisoire est presque insoluble dans la résidence surveillée qu'il assimile à une autre forme de prison. Et je vous souhaite bonne lecture, plus de détails dans les colonnes du quotidien du jour. Merci à toi Valérie. Et puis on va dire que c'était ton dernier passage pour aujourd'hui, mais non pour toute la semaine, oui, puisque nous sommes vendredi. On va te retrouver lundi. Lundi, ce sera avec une nouvelle équipe pour d'autres informations. Okay. Nous sommes en fin de semaine. Le week-end se prépare comment? Bon, pour le moment, je pense que on est en train de réfléchir. Et là, il est grave. D'accord, donc il faut réfléchir. Il faut continuer à réfléchir. Après, je vais passer chez toi, manger quelque chose. Il n'y a même pas de souci. C'est quand tu veux. Il y a toujours à manger chez moi. Alors, nous allons à présent passer d'une actualité à une autre actualité, mais cette fois-ci, ce sera sportive, l'actualité sportive, et c'est en compagnie de Khalifa Ouattara du service des sports de la télévision du Burkina.